Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va revoir trois de mes anciennes vidéos, du moins trois parties de mes anciennes vidéos. Il va y avoir des répétitions, comme vous pourrez le constater. On raconte qu'il y a 2000 ans, un homme du nom de Diogène le Cynique a fait le tour de la ville d'Athènes en plein jour avec une lampe allumée. Et quand on lui demandait « Mais qu'est-ce que tu fais en plein jour avec cette lampe ?» il répondait « Je cherche un homme », c'est-à-dire un véritable homme, un homme juste, un homme honnête. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un exemple de pratiques qui ne doivent plus exister dans notre communauté. Le système mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui a été fondé à partir du XVIe siècle avec l'exploitation des Africains. Le système mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui a été bâti au XVIe siècle, c'est-à-dire au début des années 1500, avec la mise en servitude des Africains. À la fin du XVe siècle, au sortir du Moyen Âge, l'Europe était décadente et sur le déclin. Elle avait été ravagée par des guerres intestines comme la guerre de 100 ans, décimée par des maladies telles que la peste noire qui avait tué un tiers de la population européenne. À la fin des années 1400, l'Europe était décadente. Elle était ravagée par les guerres internes et les maladies. De sorte que les économies de beaucoup de monarchies européennes étaient au plus bas. Donc, l'économie de l'écrasante majorité des pays était épuisée. L'Empire occidental aurait dû s'effondrer au XVIe siècle. Mais quelque chose lui a redonné un second souffle, la découverte, entre guillemets, de l'Amérique. L'Empire occidental aurait dû s'effondrer au XVIe siècle. Ce qui a fait en sorte qu'il ne s'effondre pas, c'est l'Amérique. Et ils ont instauré l'esclavage des Africains pour exploiter les richesses du continent américain. Puis ils ont organisé le système de servitude pour pouvoir exploiter les richesses du continent américain. Grâce à cela, ils se sont enrichis et ils ont industrialisé leur pays grâce à ces richesses et aussi grâce aux matières premières du continent africain. Grâce à l'exploitation de l'Amérique, ils se sont enrichis et par la suite industrialisés, non pas sans voler au passage l'Afrique. Donc, c'est grâce à l'exploitation des Africains et de l'Afrique que le système mondial dans lequel nous vivons est apparu. Donc, c'est grâce à l'exploitation de l'Amérique et de l'Afrique, d'une manière comme d'une autre, que le système mondial dans lequel on se trouve existe. Et si l'Afrique est exploitée aussi facilement, c'est parce que, en amont, des mécanismes ont été mis en place. Si l'Afrique est aujourd'hui exploitée aussi facilement, c'est simplement parce qu'il y a des mécanismes très bien pensés qui ont été mis en place. Par exemple, très peu de gens savent que l'Union européenne a été fondée pour contrôler le continent africain. Pendant la période des indépendances des pays africains, donc la seconde moitié du XXe siècle, ils ont eu cette idée de créer l'Union européenne. Le projet européen a commencé à s'articuler dans les années 1920 autour de l'idée que les pays européens devaient s'unir pour gérer ensemble les ressources du continent africain. Ce projet qui avait pour but initial que les Européens doivent s'unir pour pouvoir gérer ensemble, donc entre Européens, les ressources de l'Afrique, a commencé ses premiers balbutiements pendant les années 1920. Ce projet poursuivait deux objectifs principaux. Il y avait deux grands objectifs. Faire en sorte que les pays européens bénéficient toujours des matières premières de l'Afrique. Le premier, faire en sorte que les pays de l'Europe bénéficient toujours des matières premières du continent africain. Deuxièmement, qu'ils aient toujours à disposition un réservoir d'hommes pour leur guerre. Et le second objectif, c'était de toujours avoir une réserve d'hommes pour faire la guerre. Quand les 6 pays fondateurs de l'Union européenne s'unissent en 1957, ce n'est pas en fait la communauté du charbon et de l'acier. C'est en réalité la communauté eurafricaine.
Quand les 6 pays fondateurs de l'Union européenne s'unissent en 1957, leur nom est la Communauté eurafricaine et non pas la Communauté européenne. Et c'est l'Eurafrique qui va permettre que le système colonial se maintienne sous une forme plus subtile. Et c'est l'Eurafrique qui va permettre que le système colonial se maintienne sous une forme plus subtile. La France, par exemple, n'aurait pas pu à elle seule maintenir son pouvoir sur sa zone de domination qui regroupe en gros 15 États africains sans l'aide des autres puissances européennes. La France, toute seule, n'aurait jamais pu se maintenir au pouvoir ou maintenir son pouvoir sur une zone de domination aussi large qui regroupe au moins 14 États africains sans l'aide des autres puissances européennes. Dans les livres d'histoire, il est écrit que quand cette communauté est fondée en 1957, elle est constituée de 6 pays européens. Dans leur livre d'histoire, ils ont écrit que quand la communauté européenne a été fondée en 1957, elle était constituée de 6 pays européens. En fait, elle était constituée des 6 pays européens plus les pays africains. Mais dans les faits, elle était constituée de 6 pays européens en plus de 18 pays africains. Et comme pour la conférence de Berlin au XIXe siècle, les Africains n'avaient pas eu le choix. Et exactement comme pour la conférence de Berlin au XIXe siècle, les Africains n'avaient pas eu le choix. C'est d'ailleurs ce que rappelait le journal Le Monde 7 ans plus tard, dans son édition du 10 juillet 1964. C'était un article intitulé « Nouveau cours pour l'Eurafrique ». Voici une image du journal Le Monde, une édition du 10 juillet 1964. Donc quand la communauté européenne est fondée en 1957, il y a les 6 pays européens plus les pays africains parce que c'était ça le but. Vous comprenez donc que quand la communauté européenne est fondée en 1957, il y a 6 pays européens, mais il y a surtout 18 pays africains parce que c'était ça le but. Donc quand on fonde la communauté européenne en 1957, ce n'était qu'une première étape. L'objectif à terme était la communauté eurafricaine. Quand ils fondent la communauté européenne en 1957, ce n'est qu'une première étape parce que leur objectif à très court terme même était la communauté eurafricaine. Alors, pourquoi les Européens voulaient-ils à tout prix créer une association entre l'Afrique et l'Europe? Parce que c'était le seul moyen pour eux de continuer à peser dans le monde en tant que grande puissance. Les Européens voulaient absolument créer une association entre l'Afrique et l'Europe parce que c'était le seul moyen pour eux de soulever leur économie et de continuer à peser dans le monde en tant que grande puissance. Nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était en ruine et vivait sous perfusion du plan Marshall, mais ils savaient une chose, c'est que l'Afrique possède des ressources naturelles et humaines quasi illimitées. Et qu'en associant l'Afrique à l'Europe, il redeviendrait une grande puissance mondiale. Ils sortaient à peine de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils savaient pertinemment que si l'Europe s'associait avec l'Afrique, l'Europe allait devenir une grande puissance mondiale. C'est pour ça que dans l'édition du journal Le Monde du 11 mars 1957, donc cet article a été publié une quinzaine de jours avant la fondation de la communauté européenne, il titrait « L'Eurafrique, notre chance de demain ». Voici un autre article du Monde, l'édition du 11 mars 1957. Il a été publié 2 semaines avant la fondation de la communauté européenne et le titre c'est « L'Eurafrique, notre chance de demain ». Vous voyez, ils étaient parfaitement conscients que sans l'Afrique, pour eux, c'était fini. Vous voyez donc qu'en créant l'Eurafrique, ils étaient parfaitement conscients que sans l'Afrique, pour eux, c'était fini. Fini. Et quand vous lisez Eurafrique, il faut comprendre Union européenne. Eh bien, sachez que c'est donc cette Eurafrique-là qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne. Parce que le projet de l'Union européenne, à l'origine, c'était l'Eurafrique. Parce que le projet de l'Union européenne, à l'origine, c'était l'Eurafrique. Et donc, même s'il y a eu la décolonisation,
Ils ont fait en sorte que la décolonisation ne soit pas une rupture, mais une continuation du système d'exploitation de l'Afrique. Et donc, même s'il y a eu décolonisation, entre très gros guillemets, comme j'aime souvent le dire, même s'il y a eu l'ouverture des camps de concentration, ils ont tout mis en œuvre pour ne pas que la décolonisation soit une rupture, mais une continuation. C'est l'exploitation de l'Afrique qui permet et qui a toujours permis au système mondial de fonctionner et même d'exister. C'est donc uniquement l'exploitation de l'Afrique qui a permis et qui a toujours permis au système mondial actuel de fonctionner et même d'exister. Et quand l'Afrique commence à se rebeller contre cette exploitation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le système mondial est secoué, il est perturbé parce qu'il a toujours fonctionné par l'exploitation de l'Afrique et il ne sait pas faire autrement. Et quand l'Afrique commence à se rebeller contre l'exploitation, le système s'écroule. Et il est perturbé parce qu'il a toujours fonctionné par l'exploitation de l'Afrique. Il ne sait pas faire autrement. Voilà pour le premier exemple. Et quand on consulte un peu les commentaires en dessous, que d'éloges, que d'éloges. Félicitations pour vos recherches sur cette chaîne. On vous suit beaucoup car on aime les sujets que vous traitez pour l'émancipation des Africains. Vos révélations sont accablantes. Très belle analyse et recherche pertinente. Réussir à remonter jusqu'à atteindre de telles informations, c'est vraiment des recherches et du temps consacré. Chapeau à vous. Tu deviens de plus en plus au top. Rien ne peut t'arrêter aujourd'hui. Merci pour ce partage extraordinaire. Waouh, tout mon respect. Merci mon frère pour tes recherches incroyables. Nos yeux s'ouvrent. Réponse max de partage. Une seconde vidéo serait la bienvenue. Votre intelligence est hors norme. Elle est divine. Respect. Tu n'es pas con. Enfin l'Afrique intellectuelle, même si ça fait mal au peuple européen. Réponse, merci, max de partage. Merci pour cette vidéo frère, j'en ai appris beaucoup, elle était juste et magistrale. Je la partage. Pensez Camille toujours au top, j'ai beaucoup appris dans cette vidéo. Réponse, c'est le but de nos vidéos, apprendre le max possible. Très belle analyse, chapeau. Réponse, merci. Mes respects pour vos analyses. Réponse de l'intéressé, merci. Je n'ai rien à dire, juste merci, vous avez exprimé ce que nous les sans-voix n'arrivent pas à exprimer faute de moyens pour atteindre le plus grand nombre de nos frères grâce à vous, leaders d'opinion, etc. Merci pour ces informations assez poignantes et édifiantes. J'aime ton travail, frère. Réponse, merci. Et bien évidemment, sur cette chaîne, la monétisation est maximale avec la publicité, avec un compte PayPal, avec Patreon. J'avais toujours spécifié que mon travail n'avait pas pour but d'être monétisé. Et bien par ce moyen, par ce genre de pratique, par ce genre de méthode, eh bien on monétise mon travail. On gagne de l'argent avec, on gagne des abonnés avec. Et ça continue comme ça pendant encore longtemps. On va prendre deux autres vidéos à titre d'exemple. Comment était financée la construction de ces infrastructures? Et c'est là qu'il y a une très grande ignorance aujourd'hui.
Sur la question du financement des travaux, il y a trop souvent une très grande ignorance. Ces constructions n'étaient pas financées par l'argent des pays colonisateurs. C'était financé par l'argent des Africains. Aucune des constructions n'était financée par l'argent des pays expansionnistes, absolument aucune. Tout était financé par l'argent des pays conquis eux-mêmes. Reprenons notre revue coloniale. Ce numéro, c'est celui du 1er mars 1907. Et on va lire quelque chose à la page 55. Reprenons la revue coloniale, celui du 1er mars 1907, et on va lire quelque chose à la page 55. Côte d'Ivoire. Une somme de 250 000 francs sera prélevée sur la caisse de réserve du budget général pour permettre la continuation des travaux du chemin de fer de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Une somme de 250 000 francs sera prélevée sur la caisse de réserve du budget général pour permettre la construction des travaux de chemin de fer de la Côte d'Ivoire. Donc là, il vous explique que pour faire des travaux de chemin de fer en Côte d'Ivoire, ils vont prélever une certaine somme, 250 000 francs, sur la caisse de réserve. Vous voyez là que pour faire des travaux de chemin de fer en Côte d'Ivoire, ils vont prélever une certaine somme sur la caisse de réserve de la Côte d'Ivoire. On va prendre une autre édition. C'est l'édition que nous avons vue tout à l'heure, le numéro 57 du 1er juin 1907. Voici la revue du 1er juin 1907. Toujours dans Travaux à Madagascar, on va lire la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Travaux à Madagascar, on a lu ça dans le précédent épisode. Dans le précédent épisode, on a lu le premier paragraphe. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le bas, le second paragraphe. Une somme importante a été cette année inscrite dans ce but au budget. Une somme importante a été cette année inscrite dans ce but au budget. Donc là encore, pour des travaux de construction, vous remarquez que il mentionne le prélèvement d'une somme dans la caisse de réserve. On lit encore là que pour des travaux de construction, il mentionne le prélèvement d'une somme dans une caisse de réserve. Cette caisse de réserve, c'était le budget du pays colonisé. Cette caisse de réserve était le budget du pays envahi. Et quand les Européens souhaitaient que des travaux soient effectués, c'est dans cette caisse qu'ils puisaient. Et quand les Européens souhaitaient que les travaux soient effectués, c'est dans cette caisse qu'ils se servaient. Ce n'était pas l'argent de la France, de la Belgique, du Portugal, etc. C'était l'argent du pays africain lui-même. Ce n'était ni l'argent de la France, dans ce cas précis, ni l'argent d'aucun pays expansionniste pour tous les autres cas. C'était l'argent du pays qui était sous embargo lui-même. On a ici un article universitaire publié dans la revue Percé, la caisse de réserve, une stratégie financière de mise en valeur coloniale du Togo, écrit par Komlan Kouzan. Ici, on a un article universitaire publié dans la revue Percé intitulé « La caisse de réserve, une stratégie financière de mise en valeur coloniale du Togo, 1896-1960 ». C'est écrit par Coleman Kouzan. Et dans cet article, il explique ce qu'était cette caisse de réserve et comment elle était alimentée. Dans cet article, il explique ce qu'était que la caisse de réserve et comment est-ce qu'elle était renflouée. Contraint par les exigences du principe colonial qui voulait que les colonies ne coûtent pas à la métropole, d'accord? Donc effectivement, l'auteur rappelle ici un principe, c'est que les pays colonisateurs ne devaient pas débourser un centime pour les pays colonisés. Contraint par les exigences du principe colonial qui voulait que le pays ne coûte pas à la métropole, on va faire une petite pause ici pour souligner un fait très intéressant. Les pays impérialistes avaient pour principe de ne rien dépenser pour les pays acquis, absolument rien. Les fonds de caisse étaient constitués des reliquats du budget local qui étaient versés le 31 mai de chaque année. Les fonds de caisse étaient constitués de reliquats du budget local qui étaient versés le 31 mai de chaque année. Alors là, il donne déjà un élément de base.
De quoi étaient constituées ces réserves? Eh bien, tout simplement des reliquats du budget local. C'était les recettes du pays lui-même et pas des pays colonisateurs. À ce niveau, il donne un élément qui constituait la caisse de réserve. C'était les recettes du pays lui-même et non pas les recettes des pays expansionnistes. Pour cela, fut mis en place un système fiscal lourd, diversifié, qui prit plusieurs formes au fur et à mesure que les années s'écoulèrent et que les besoins en argent de l'administration augmentèrent. Pour cela, fut mis en place un système fiscal lourd, diversifié, qui prit plusieurs formes au fur et à mesure que les années s'écoulèrent et que les besoins en argent de l'administration augmentèrent. Et donc là, effectivement, il confirme quelque chose d'important, c'est que les caisses de réserve étaient alimentées par un système fiscal extrêmement lourd. Il confirme à ce niveau la seconde chose qui remplissait les caisses de réserve. Les caisses de réserve qui servaient à payer le matériel qui bâtissait les infrastructures, qui permettait le pillage de nos ressources, étaient alimentées par un système fiscal extrêmement lourd. Extrêmement lourd. C'était l'impôt colonial qu'on appelait à l'époque l'impôt de capitation, c'est-à-dire que chaque Africain devait payer un impôt pour alimenter la caisse de réserve. Ce système fiscal était appelé à l'époque l'impôt de capitation. C'est un type d'impôt spécial, c'est pas comme ce qu'on a aujourd'hui, c'est un type d'impôt spécial, c'est un impôt que chaque adulte, par exemple, ou encore chaque famille doit donner, doit verser indépendamment de ses revenus ou encore de ses effectifs ou du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Les caisses de réserve étaient à l'origine constituées des ressources financières propres du pays. Les caisses de réserve étaient à l'origine constituées de ressources financières propres du pays. Elles étaient alimentées par la suite régulièrement par l'impôt colonial, l'impôt de capitation. Chaque Africain devait payer. Et par la suite, elles étaient alimentées par l'impôt de capitation que chaque Africain devait payer. Et si un Africain ne payait pas ou ne payait que partiellement, il y avait des représailles extrêmement lourdes. Et si quelqu'un ne payait pas cet impôt, alors ne payait que partiellement cet impôt, peu importe la raison, il y avait de très lourdes sanctions qui lui étaient données. Comme l'avait documenté dans les années 50 le réalisateur français René Vauthier. Regarde ce qui guette les villages africains. Normalement, à ce niveau, dans le montage, j'aurais dû mettre des images, mais je ne peux pas pour des raisons que vous savez. Voilà le genre de choses qu'on va même pas hésiter à publier sur le site internet. En fait, c'était un extrait d'un documentaire qui date de 1950, fait par René Vauthier. Donc là, les Africains savaient que même s'ils n'avaient plus rien à manger, il valait mieux payer pour alimenter la caisse de réserve en donnant l'impôt. Donc, pour vous expliquer, les autochtones, pour éviter de se faire tailler, faisaient tout, je dis bien absolument tout pour payer l'impôt de capitation, même si cela impliquait qu'eux-mêmes n'allaient plus manger. Et puis, pour compléter, la caisse de réserve était aussi alimentée par une partie des richesses qui étaient découvertes dans le pays en question. Un exemple caractéristique, c'est l'or. Une troisième chose donc qui remplissait ces caisses-là, c'était une partie des richesses qui étaient exploitées dans le pays en question. Un bon exemple sur ça, c'est l'or. L'Afrique, à elle seule, contient la moitié des réserves d'or de la planète et c'est grâce à elle que la France, qui n'a pas de mine d'or exploitable sur son territoire, a pu se constituer au fil du temps le deuxième plus grand stock d'or au monde. L'Afrique est le continent avec la plus grande réserve d'or de la planète. Et c'est grâce à l'exploitation de l'Afrique que la France, qui n'a pas de mine d'or exploitable sur son territoire, a pu se constituer au fil du temps le deuxième plus grand stock d'or au monde. Même si maintenant ils sont troisième ou quatrième, puisque sous la présidence Sarkozy, la France avait vendu une partie de ce stock d'or. Jusqu'à ce que Sarkozy ne vienne au pouvoir. Et quand les colonisateurs prenaient de l'or en Afrique, ils pouvaient décider d'en consacrer une partie pour la caisse de réserve afin de financer de futurs travaux. Donc quand les colonisateurs prenaient de l'or en Afrique, ils pouvaient décider de laisser une partie de cet or-là dans les caisses de réserve pour pouvoir financer les futurs travaux ou encore pour pouvoir financer la métropole si jamais ça devenait compliqué de leur côté. De fait,
C'est comme ça que les travaux étaient financés parce que, je le répète, le principe était que pas un centime ne devait sortir de la métropole pour les colonies. Voilà comment les travaux étaient financés. Parce que le principe même de cette escroquerie était que la métropole ne devait pas sortir un seul franc pour investir dans les autres territoires. On a ce texte intitulé Terre d'ébène, la traite des Noirs, rédigé par Albert Londres. Voici l'article d'un journaliste français de l'époque qui était allé en Afrique voir ce qui s'y passait. Allez donc rue de Rivoli, demandez au gérant du ministère des Finances de vous montrer sa caisse de réserve. Allez donc rue de Rivoli, demandez au gérant du ministère des Finances de vous montrer sa caisse de réserve. Donc, il répète encore que les colonies ne coûtent strictement rien à la France. Donc, il répète encore que les pays conquis ne coûtaient strictement rien à l'Empire. Rien du tout. Parce que les colonies sont remplies de richesses, contrairement à la France qui est pauvre. Et il précise que les colonies sont remplies de richesses, contrairement à la France qui, elle est pauvre. Ils disent ici que les caisses de réserve des colonies ont plus d'argent que la France elle-même. Il dit que les caisses de réserve des colonies ont plus d'argent que la France elle-même. Nos colonies vivent. Elles font vivre des milliers de militaires et de fonctionnaires français. Il en est même une qui sert une rente à la France. Nos colonies vivent. Elles font vivre des milliers de militaires et de fonctionnaires français. Il en est même qui servent de rente à la France. Donc il dit ici que en fait, les fonctionnaires français, les militaires français vivent grâce à l'argent qui vient des colonies. Il nous fait comprendre que les fonctionnaires français, l'administration française, les militaires français et consorts vivent grâce à l'argent qui vient des colonies. Et qu'une seule de ces colonies permet même à la France de vivre en tant que rentière. Et il en voit même encore plus en disant que une seule de ces colonies permet à la France de vivre en tant que rentière. Un rentier, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler pour vivre. Et une seule de ces colonies africaines permet à la France de vivre sans travailler. Un rentier, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de travailler pour vivre. Et donc, une seule de ces colonies permettait à la France de vivre sans travailler. Voilà ce que révèle Albert Londres en 1929. Voilà ce que relève Albert Londres en 1929. Solzhenitsyn dit « Les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement ». La vidéo n'est pas finie. Un dernier extrait qui explique pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus difficile pour l'Afrique de se relever que pour les autres pays qui ont été conquis. Solzhenitsyn dit « Les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement ». Je rappelle que dans la plupart des pays, le plagiat est un délit pénal, puni de plusieurs années de prison, parce que aux yeux de la loi, c'est considéré comme du vol. On gagne de l'argent ou on obtient des avantages en utilisant le travail de quelqu'un d'autre, et cela sans son accord. C'est un délit qui peut conduire à la prison si l'auteur décide de déposer plainte. On n'est pas ici dans le cadre du droit de citation, c'est-à-dire qu'on a le droit de citer un extrait généralement court et précis d'une vidéo pour appuyer son argumentation. On est en train d'expliquer quelque chose ou de développer une argumentation pour appuyer ce que l'on est en train de dire. On peut prendre un extrait d'une vidéo de quelqu'un d'autre, mais on n'a pas le droit de s'approprier les travaux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est considéré comme du vol. Et dans un cas comme celui que vous êtes en train de voir, dans la comparaison des deux vidéos, on constate clairement que c'est de la copie. On est ici dans le cadre de ce délit pénal. Voyons un dernier exemple. Qui aura l'Afrique
dominera le monde. C'est une vérité. Celui qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est aussi simple que ça, cette équation. Je crois que l'important pour chacun de nous, j'insiste, chacun de nous, c'est de comprendre quelle place l'Afrique joue dans le grand échiquier mondial, quelle place cela joue dans la bataille pour la domination mondiale et pour la recolonisation du monde. L'important pour chacun d'entre nous, c'est de comprendre quelle place l'Afrique joue dans le monde. Quelle est la place de l'Afrique dans la bataille pour la domination mondiale ou dans la bataille de la domination mondiale? Et la France, aujourd'hui, a deux objectifs. La France a donc deux objectifs. D'abord, conserver son précaré en Afrique. Deuxièmement, récupérer ce qu'elle a perdu. Récupérer les zones perdues de l'Afrique et enraciner sa domination. Voilà les deux objectifs de la France. Et notez bien ce qu'il dit maintenant. Car sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle. Car sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle. Et ce n'est pas tellement loin de la durée d'une génération. Donc, on voit ici que Jacques Chirac, comme François Mitterrand, deux des plus illustres chefs d'État de la Ve République, étaient conscients que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, si elle est la grande puissance qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a eu l'Afrique. Tout le monde le sait d'ailleurs, François Mitterrand et Jacques Chirac, deux présidents, deux des plus illustres présidents même de la Ve République française l'ont admis. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est uniquement grâce à l'Afrique et à leur politique de prédation envers l'Afrique. Et Mitterrand affirme que si elle perd l'Afrique, elle ne sera plus rien au XXIe siècle. Elle ne sera plus qu'une nation insignifiante. Et Mitterrand affirme que si la France perd l'Afrique, elle ne sera plus rien, rien du tout. Le problème qui se pose maintenant, c'est que ce principe qu'énonce François Mitterrand ne s'applique pas uniquement à la France. Sachez que ce principe ne s'applique pas seulement à la France. Toutes les nations qui veulent jouer un rôle dans le monde de demain doivent impérativement se positionner en Afrique et le faire dès maintenant. Toutes les nations qui veulent jouer un rôle dans le monde à venir doivent impérativement se positionner en Afrique et le faire dès maintenant. Dans ce rapport de l'Assemblée nationale française daté du 15 octobre 2014 et rédigé par le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, va être dressé un bref inventaire des richesses du continent africain. Dans un rapport de l'Assemblée nationale française daté du 15 octobre 2014, il va être dressé un bref inventaire des richesses africaines. En l'état actuel des connaissances, on considère qu'elles recèlent des proportions considérables des réserves minérales non énergétiques de la planète. En l'état actuel des connaissances, donc des connaissances datant de 2014, l'Afrique a des proportions considérables des réserves non énergétiques de la planète. 30% de la bauxite et du titane, près de 40% de l'or, 60% du manganèse et du cobalt, 75% des diamants et des phosphates, 80% du chrome, 85% du platine, mais aussi du cuivre, du coltan, etc. Le continent produit une soixantaine de minéraux et métaux différents. 30% de bauxite et du titane, près de 40% d'or, 60% de manganèse et du cobalt, 75% des diamants et des phosphates, 80% du chrome, 85% du platine, mais aussi du cuivre, du coltan, etc., etc. Le continent africain produit une soixantaine de minéraux et de métaux différents. Après le Moyen-Orient, l'Afrique est aussi la deuxième région exportatrice de pétrole et les récentes découvertes tout au long de sa façade orientale du Mozambique à la Somalie sont venues ouvrir de nouvelles perspectives inespérées il y a peu. Ses ressources en gaz sont considérables et l'Afrique est aussi des plus attractives pour ses réserves de bois tropicaux.
Après le Moyen-Orient, l'Afrique est aussi la deuxième région exportatrice du pétrole et les récentes découvertes tout au long de la façade orientale du Mozambique à la Somalie sont venues ouvrir de nouvelles perspectives inespérées il y a peu. Ces ressources en gaz sont considérables, c'est vraiment impressionnant et l'Afrique est aussi des plus attractives pour ses réserves de bois tropicaux. En outre, comme le rappelait un récent rapport, l'Afrique dispose d'un potentiel agricole et hydroélectrique immense. Elle possède par exemple la proportion de terres arables la plus élevée et la plus grande part de terres arables non cultivées au monde, propice pour certains pays tels l'Angola à une agriculture et à un élevage de qualité. Le potentiel hydroélectrique du continent est également considérable. Comparez l'Éthiopie, château d'eau de l'Afrique, etc., etc., etc. L'Afrique dispose d'un potentiel agricole et hydroélectrique immense. Elle possède par exemple la proportion de terres arables la plus élevée et la plus grande terre arable non cultivée au monde, particulièrement propice pour certains pays comme l'Angola à l'agriculture et à un élevage de qualité. Donc là, ce rapport de l'Assemblée nationale montre que les richesses de l'Afrique sont absolument considérables. Donc là, on montre que les richesses de l'Afrique sont absolument considérables. Et que ces richesses, non seulement sont considérables, mais sont extrêmement diversifiées. Et que ces richesses sont non seulement considérables, beaucoup, massifs, mais aussi diversifiées. En réalité, aucun continent au monde n'enrichit plus que le continent africain. Aucun continent au monde n'enrichit plus que le continent africain. Mais les experts de la finance ont découvert que dans les années qui viennent, les richesses de l'Afrique vont littéralement exploser. Mais dans les années qui viennent, les richesses de l'Afrique vont littéralement exploser, pour dire incroyablement augmenter. Et que en 2050, l'Afrique sera tellement riche que à elle seule, elle cumulera presque autant de richesses que les États-Unis et l'Europe réunis. Les prévisions disent que d'ici 2050, l'Afrique sera tellement riche qu'à elle seule, elle cumulera autant de richesses que les États-Unis et l'Europe aujourd'hui réunis. Écoutez attentivement ce que va expliquer ce banquier et vous allez comprendre pourquoi actuellement toutes les grandes puissances se ruent en Afrique et pourquoi à terme cette concurrence pourrait aboutir à une guerre. Pourquoi actuellement toutes les grandes puissances viennent au pas de course en Afrique? Et pourquoi si on ne fait rien, ça va finir par devenir une guerre? Bonjour Mathieu Pigasse, merci d'être notre invité, vous dirigez la banque Lazare. Bonjour Mathieu Pigasse, merci d'être notre invité, vous dirigez la banque Lazare. Il dit, entre autres, que l'Afrique, c'est la nouvelle frontière. Il dit que l'Afrique est la nouvelle frontière. Qu'est-ce que cela signifie? La nouvelle frontière, c'est une expression qui avait été employée par le président Kennedy. La nouvelle frontière marque la limite entre l'avenir et le passé. L'expression « la nouvelle frontière » avait été employée par le président Kennedy pour marquer. Et ça définit en fait la limite entre l'avenir et le passé. Entre le progrès et le déclin. La limite entre le progrès et le déclin. Et cette frontière, dit-il, aujourd'hui, c'est l'Afrique. Cette frontière est aujourd'hui l'Afrique. Si vous êtes à l'intérieur de cette frontière, vous êtes dans la dynamique de l'histoire. Si vous êtes à l'extérieur de cette frontière, vous êtes hors jeu. Si vous êtes à l'intérieur de cette frontière, vous êtes dans la dynamique de l'histoire. Et si malheureusement vous êtes à l'extérieur de cette frontière, c'est très simple, vous êtes hors jeu. Si une nation veut jouer un rôle dans le monde de demain, elle doit se positionner en Afrique et le faire dès maintenant. Si une nation veut jouer un rôle dans l'avenir proche, elle doit se positionner en Afrique et le plus rapidement possible, c'est-à-dire maintenant. Est-ce que vous discernez ce qui se joue dans les soubassements de la diplomatie internationale? C'est une compétition qui est engagée et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se jouer? Voilà une compétition qui est engagée et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Du fait du Covid-19, vous avez peut-être entendu que l'Europe
allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. Vous avez peut-être entendu parler durant la dernière pandémie en date que l'Europe allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. On ne peut comprendre ces gestes en apparence généreux que si on les place dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on peut croire que ce sont des actes généreux. Or, dès que l'on met ces actes dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain, on sait tout de suite pourquoi ils veulent nous faire des caresses. Voilà. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité envers les Africains. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine à elle seule, uniquement à la Chine. Et dans cette compétition, la Chine est l'obstacle principal. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur sa politique africaine, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est principalement concernée par la crise migratoire ou par souci de justice. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur la question du franc CFA et sa politique africaine, ce n'est pas par compassion envers les Africains. Ce n'est pas par souci de justice pour la crise migratoire. Ce n'est pas pour ça qu'ils le font. C'est aussi parce qu'elle est elle-même engagée dans cette joute diplomatique pour acquérir des parts de marché en Afrique. C'est simplement parce qu'elle est aussi engagée dans la course pour avoir des parts de marché en Afrique. Et ces nations n'hésitent plus à sortir du conformisme diplomatique habituel pour s'envoyer ouvertement des invectives sur la question africaine. Ces nations même d'ailleurs commencent à s'entre-accuser simultanément, ça veut dire tout le monde accuse tout le monde. Et cette sorte de conformisme diplomatique auquel nous avons été habitués, ça se brise au fur et à mesure. L'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique. La France tacle la Chine sur la question de la dette. Les États-Unis dénoncent les pratiques prédatrices de la Chine et de la Russie. L'Italie, comme par magie, accuse la France d'appauvrir l'Afrique. Les États-Unis dénoncent les pratiques de la Chine et de la Russie. La Russie souligne l'hypocrisie des États-Unis, etc., etc. Tout le monde accuse tout le monde. Il faut donc comprendre que nous sommes à un tournant crucial de l'histoire. C'est l'avenir des nations qui se joue et il se joue en Afrique. Nous sommes donc au tournant de l'histoire. Nous allons dans une nouvelle ère, une nouvelle époque. C'est une période cruciale qui se joue. C'est l'avenir des nations qui est en train de se passer et tout ça se joue en Afrique. Le Sénat français a publié un rapport qui édicte 70 mesures que la France doit prendre pour reconquérir l'Afrique. Le Sénat français a, le 19 octobre 2013, fait un rapport de 70 mesures que la France doit prendre pour pouvoir conquérir l'Afrique. Le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Alors d'abord, je trouve un peu cocasse que le Sénat de la République française publie un rapport titré « L'Afrique est notre avenir ». Le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Donc, rien que vu le titre, rien que lu le titre, ça vous met déjà la puce à l'oreille. Par exemple, en page 392, on a l'intertitre « Tenir un autre discours sur l'Afrique ». Parmi ces mesures, il y en a une qui demande de tenir un autre discours sur l'Afrique. Les sénateurs expliquent que le discours qui est tenu sur l'Afrique est souvent un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. L'idée ici est de dire que depuis les indépendances et même bien avant, le discours qui est tenu sur l'Afrique est très souvent un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité. Et qu'il faudrait maintenant changer ce discours et rappeler que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de la France, c'est aussi la France qui a besoin de l'Afrique. Et donc, il faut changer ce discours tout en rappelant que l'Afrique n'est pas le seul à avoir besoin de la France, mais la France a aussi besoin de l'Afrique. Pour faire face à ces défis, la diplomatie française en premier lieu
doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique. Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique. Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Donc, ils expliquent là que l'image de la France en Afrique est de plus en plus mauvaise, et c'est en partie à cause de la manière dont l'Afrique est souvent présentée dans la société française. À ce niveau, ces gars expliquent que l'image de la France est de moins en moins bonne en Afrique. Et cela, le fait que leur image soit de plus en plus dégradée, c'est en partie à cause de la manière dont l'Afrique est souvent présentée dans la société française. Une mesure très significative apparaît en page 399 sous l'intertitre « S'émanciper du passé ». Une mesure très significative apparaît et ça a pour titre « S'émanciper du passé ». Les sénateurs expliquent qu'il y a en Afrique, y compris chez les jeunes, de la rancœur vis-à-vis de la France à cause de son passé esclavagiste et colonial. Le Sénat explique qu'il y a en Afrique de la rancœur contre la France à cause de son passé esclavagiste et colonial. Et que ça, c'est un handicap majeur pour la France. Et ça, c'est un handicap majeur pour la France. Ils disent ici, la relation franco-africaine reste lestée du poids d'un passé mal assumé. Ils écrivent, la relation franco-africaine reste lestée d'un poids d'un passé mal assumé. Donc le Sénat reconnaît ici que la France a commis des crimes dans ses colonies. Le Sénat reconnaît ici que la France a commis des crimes dans ses colonies. Effectivement, les massacres que la France a commis sur le sol africain, effectivement, ces massacres-là n'apparaissent pas dans les livres d'histoire français. Et que ces crimes sont cachés à la population française. Ça n'apparaît pas dans les livres d'histoire et on ne reconnaît même pas ces événements. Il cite d'autres exemples, par exemple le massacre de Thiaroye. Alors qu'est-ce que c'est? Le massacre de Thiaroye concerne ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Après la libération de la France a refusé de payer leur solde à ces tirailleurs qui étaient venus combattre pour la France. Et donc ils ont décidé de manifester pour exiger que la France respecte ses engagements. Comment a réagi la France? Elle les a tout simplement fusillés. Ils ont tous été fusillés pour que ça serve d'exemple aux autres tirailleurs. On va prendre un exemple, c'est celui des tirailleurs sénégalais. Ce sont des Noirs allés aider la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et une fois la guerre finie, ces hommes noirs se contentent de demander leur argent qui leur avait été promis. Et au lieu de les payer, la France les a fait tuer pour pouvoir faire taire les autres tirailleurs sénégalais. Et ils demandent leur dû, ce qui leur a été promis à la fin de la guerre, qui était déjà misérable en soi, et on les tue pour cela. Voilà la gratitude. Des gens qui étaient venus d'Afrique pour libérer la France les tue parce qu'ils demandaient juste qu'on leur paye ce qu'on leur avait promis. Voilà la gratitude des Français, voilà la gratitude de l'Occident en général. On vient vous aider, on gagne la guerre à votre place. Et parce qu'on demande ce qui nous a été promis, vous nous donnez la mort, vous nous tuez. Voilà le véritable visage de ce pays qu'on appelle la France. Voilà le visage des pays qui se prétendent aider qui que ce soit. Et évidemment, ces récits ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Évidemment, cet événement, comme beaucoup d'autres, ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines, ne sont pas dans les livres d'histoire. Ce n'est enseigné à aucune personne vivant en France. Et donc, les sénateurs disent qu'il faut solder ce passé. Et pour cela, ils proposent que l'histoire soit réécrite, que l'histoire de l'Afrique soit réécrite, écrite conjointement par des historiens français et des historiens africains. Les sénateurs français donc proposent que ce passé soit soldé. Et pour cela, il faut réécrire l'histoire de l'Afrique. Écrire conjointement par des historiens français et des historiens africains. Afin que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent repartir sur de nouvelles bases. Pour que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent partir sur de nouvelles bases. Alors, je précise, est-il besoin de le dire, qu'il n'y a aucune
sincérité dans cette proposition. Je rappelle que ce document sénatorial, c'est 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Vous devez donc comprendre et en être conscient. Il n'y a aucune sérénité dans les propositions du Sénat français. Je rappelle que ce document présente 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. C'est la partie là que vous devez noter, pour reconquérir l'Afrique. Mais je rappelle quand même une chose. Les crimes que les Occidentaux ont commis à l'égard des Africains, ça concerne des centaines de millions de morts. Les crimes que les Occidentaux ont commis sur l'Afrique, sur les Africains, en Afrique et sur les Africains, concernent des centaines de millions de morts. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est impossible. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon, qu'on soit clair là-dessus. Ces Africains qui ont été tués, c'était des innocents. Quand on parle d'eux, c'est une mention dans l'histoire. En telle année, il y a eu un massacre à tel endroit, mais ces gens, c'était des hommes, des femmes, des enfants, qui avaient un nom, qui avaient un vécu, qui avaient des rêves, qui avaient une âme. Ces Africains étaient des personnes innocentes. Quand on parle d'eux, c'est en termes de chiffres ou de statistiques. C'est une mention dans l'histoire, une note. Mais ces gens avaient une histoire, ces gens avaient des frères, ces gens étaient des frères, ces gens avaient des sœurs, étaient des sœurs, ces gens avaient des femmes, étaient des femmes, ces gens avaient des hommes, étaient des hommes, des enfants. Ces gens avaient des rêves, des espoirs, des objectifs. Ils avaient des âmes. Et ces gens n'ont jamais obtenu justice, donc il ne peut pas y avoir de pardon. Les Noirs n'ont jamais obtenu justice, donc il ne peut pas y avoir de pardon. Ceux qui disent qu'il faut tourner la page du passé, ce sont justement ceux qui sont du côté des bourreaux et qui ont besoin, toujours, d'exploiter les richesses de ce continent. Ceux qui disent tout le temps qu'il faut pardonner, qu'il faut tourner la page, comme là ils l'ont souligné, il faut solder ce passé. À chaque fois, ce sont ceux qui sont du côté des bourreaux, du côté des oppresseurs et qui ont toujours eu besoin de nous exploiter et qui ont toujours besoin de nous exploiter. Et comme ce passé constitue un obstacle pour eux, eh bien ils disent, il faut oublier, c'est du passé, il faut tourner la page. Et comme ce passé est un obstacle pour eux, ils râlent. Ils nous demandent d'oublier, ils nous disent que c'est du passé. Mais en réalité, c'est impossible. C'est impossible. Ces gens n'ont pas obtenu justice, donc on ne peut pas pardonner, on ne peut pas tourner la page. Mais c'est impossible d'oublier. Nos ancêtres comme nous n'avons pas obtenu justice, donc il est impossible de pardonner. Ce document dit que la France et l'Afrique ont besoin l'une de l'autre. Alors on va être très clair. Les Africains n'ont pas besoin des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont besoin des Africains. On va aussi être clair sur un autre truc. La France et l'Afrique n'ont pas besoin l'une de l'autre. Ça, c'est faux. Les Occidentaux et l'Afrique n'ont pas besoin l'une de l'autre. Ce sont les Occidentaux qui ont besoin de l'Afrique. L'Afrique est autosuffisante parce que toutes les matières premières de la planète sont en Afrique. L'Afrique est autosuffisante. On trouve tout en Afrique. Et je peux vous certifier une chose. Si l'Afrique décidait de fermer la porte aux Occidentaux, à tous les Occidentaux, et d'exploiter elle-même ses ressources et de faire du commerce uniquement entre nations africaines, je peux vous certifier qu'en moins de 20 ans, il n'y aurait plus de pauvreté en Afrique. En moins de 20 ans, l'Afrique redeviendrait le continent en or qu'il était avant l'esclavage. Si l'Afrique décide de fermer toutes ses portes au monde et d'exploiter elle-même ses ressources et de ne faire que du commerce entre les nations africaines ou entre les territoires africains, il nous faudrait quelques années pour qu'il n'y ait même plus de pauvreté en Afrique. Et quand je dis quelques années, ce n'est pas les histoires de 300 ans, 200 ans, 100 ans. À peine une trentaine d'années, voire même 20 ans suffirait. Les Africains sont pauvres parce que les richesses de l'Afrique ont toujours été exploitées par les Occidentaux et pour les Occidentaux. Les Africains sont pauvres parce que les ressources de l'Afrique ont toujours été exploitées par les autres et pour les autres. Donc, s'ils décidaient de fermer la porte à ces Occidentaux et d'exploiter eux-mêmes leurs richesses, l'histoire de l'Afrique changerait du tout au tout. Donc, si on ferme nos portes et qu'on se débrouille seul entre nous, l'histoire du monde changera complètement. La compétition se fait sur le plan diplomatique et économique,
mais elle commence et de plus en plus à se faire également sur le plan militaire. Actuellement, la guerre semble encore économique, mais elle va très vite devenir militaire si ce n'est pas nous les Africains qui régulons tout cela. On aurait pu continuer encore avec quelques autres vidéos, mais ces 3 exemples sont pour rappeler qu'il y a des comportements qui doivent cesser dans cette communauté. On ne peut pas prétendre dénoncer les pratiques occidentales en Afrique et adopter soi-même le même comportement. On reproche, entre autres aux Occidentaux, de s'être appropriés des réalisations faites par les Africains. Mais quand soi-même on a la même mentalité, quand soi-même on adopte les mêmes pratiques, on n'a aucun reproche à faire à qui que ce soit. Aujourd'hui, et c'est la mentalité dominante, on est engagé dans une course aux abonnés. Il faut constamment produire et obtenir des likes, des partages, ainsi que des participations financières. Et comme ma chaîne est une source d'informations, parfois d'informations inédites, beaucoup viennent se servir dans mes vidéos pour atteindre ces objectifs-là. Moi, je n'ai pas produit mes vidéos dans cet esprit-là. J'ai produit ces vidéos dans un esprit de total désintéressement et pour l'Afrique, mais certains se servent de ces vidéos d'abord et avant tout pour leurs intérêts propres. Je vais vous dire quelque chose d'important. Nous avons grandi dans un environnement dominé par la pensée occidentale. Et on nous a conditionnés avec l'idée que tous les moyens sont bons pour réussir, qu'il faut vivre avec son temps et ne pas hésiter si nécessaire à mettre de côté la morale. La vérité, c'est que rien n'est plus important que les considérations morales. Si vous êtes une personne attachée aux principes moraux, à la maths, alors ne laissez personne vous corrompre. Si vous êtes une personne qui a des principes dans la vie, ne laissez personne vous corrompre. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes à côté de la plaque. Ne laissez personne vous détourner de votre voie. Votre droiture, c'est votre bien le plus précieux. Personne ne doit vous convaincre du contraire. Je vous ai dit dans une vidéo que dans cet univers, la norme c'est le bien. Donc le mal ne peut pas se présenter en tant que mal. Il va toujours chercher des justifications pour faire croire que ce qu'il fait est moral et juste, tout comme les Blancs en Afrique ont toujours avancé des justifications à leurs crimes. La vérité est que le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Et il n'y a pas de pont entre les deux. Il faut choisir. Notre devoir, en tant qu'Africains, en tant qu'humanité primordiale, c'est de toujours choisir le bien, l'honnêteté, la justice, l'intégrité. Cela ne veut pas dire être parfait. Nous commettons tous des erreurs. Mais ça veut dire en être conscient et faire de son mieux pour mener une vie droite et honnête. Ne laissez personne vous corrompre. Choisissez la droiture, car c'est votre bien le plus précieux. C'est la droiture qui vous accompagnera au-delà de la vie. Chaque année, 57,3 millions de gens meurent. Ça fait 157 000 décès par jour. Chaque minute, un peu plus d'une centaine de personnes meurent. Et la mort, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans quelques minutes, dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera peut-être nous. Et si vous mourrez dans quelques minutes, si vous mourrez demain, si vous mourrez dans quelques semaines, les likes, les abonnés, les partages ne vous serviront à rien.
ce qui vous servira quand vous serez confronté à la mort, c'est votre droiture. Car c'est elle qui vous accompagnera et c'est elle qui vous recommandera à Dieu. Choisissez l'intégrité, car c'est ça qui va vous sauver. Ceux qui s'en fichent, ce sont ceux qui sont déjà perdus. Donc eux n'ont plus rien à perdre. Leur sort est déjà scellé. Mais vous, ne vous laissez pas entraîner, faites tout pour préserver votre âme. Et si vous étiez sur un mauvais chemin, il est encore temps de le corriger. Nous devons nous encourager les uns les autres à être des personnes vertueuses et pas nous encourager à faire usage de fourberie. Je vais vous dire autre chose. Nous vivons une époque extraordinaire. J'avais commencé à vous en parler en 2020 dans la série de vidéos intitulée « L'Afrique déclenchera-t-elle une troisième guerre mondiale ?» Et nous y sommes. À l'époque, lorsque j'ai commencé cette série de vidéos, on n'associait pas le concept de troisième guerre mondiale au continent africain. Mon titre pouvait donc à ce moment-là paraître anachronique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous assistons peut-être là au déclenchement de la troisième guerre mondiale depuis le sol africain. Nous tenons prêts, bien sûr, pour vous informer. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'en 2018, j'avais produit une vidéo sur Simon Kimbongu, intitulée « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un prophète au Congo ?» Et dans la vidéo « L'Afrique déclenchera-t-elle une troisième guerre mondiale partie 3 » postée en 2022, j'ai recité Simon Kimbongu. Quand je mentionne quelque chose dans une vidéo, même si je ne donne pas de détails, en règle générale, ce n'est pas par hasard. Je vous fais réécouter ce que je disais dans cette vidéo. Au début du XXe siècle, Simon Kimbongu, le prophète congolais, annonçait que l'Afrique connaîtrait deux indépendances. Une première indépendance qui ne serait que factice, c'est ce qui s'est produit dans les années 1960, et une seconde indépendance qui signifierait la libération totale du Congo et du peuple africain. Et il a ajouté qu'à ce moment-là, les rôles seraient inversés, de sorte que l'homme noir deviendrait blanc et l'homme blanc deviendrait noir. Je citais là sa prophétie de 1921, ainsi que celle de 1922, où il annonçait une deuxième indépendance. Il avait expliqué qu'il y aurait deux indépendances. Une première indépendance qui serait factice, c'est celle qui s'est finalement produite en 1960, et une seconde indépendance qui surviendrait plus tard et qui serait la véritable indépendance du continent africain. Et les événements en chaîne qui se déroulent aujourd'hui sur ce continent semblent être les prémices de cette seconde indépendance. Mais on est dans une situation d'une seconde décolonisation, effectivement, avec le rejet de tous les symboles de la puissance française Et en ça, Afrique. c'est maintenant. Et ça, c'est maintenant, absolument. En guise de conclusion, est-ce que l'on est là, selon vous, dans la deuxième étape de l'indépendance pour le Niger? Vous savez, c'est une thématique qui fait florès depuis des décennies dans l'intelligence africaine. C'est qu'au fond, les indépendances des années 60, c'est ce qu'on appelle l'indépendance formelle. Et que ce que devrait conquérir l'Afrique aujourd'hui, c'est la seconde indépendance ou l'indépendance authentique. C'est-à-dire qu'elle se débarrasserait de tous les liens postcoloniaux. Et je pense que l'un des échecs de la France, c'est d'avoir pas réussi à solder ces arriérés coloniaux. J'étais sur une télévision du Moyen-Orient juste avant, et il me disait, alors c'est la fin, la France n'aura plus le Niger. Mais je dis, mais la France n'a jamais eu le Niger. Attendez, le Niger est un pays indépendant depuis 60 ans. Bravo s'ils connaissent une deuxième indépendance. Rendez-vous compte que par rapport à ce qu'il se passe au Niger,
ainsi que les événements qui ont précédé, même dans les médias mainstream, on commence à utiliser les expressions seconde indépendance ou vraie indépendance, c'est-à-dire les mots même de Simon Kimbangu il y a 100 ans, alors que l'Afrique était encore sous la colonisation. Nous sommes peut-être en train d'assister là à la réalisation de la prophétie de Simon Kimbangu. Combien de nos prédécesseurs auraient aimé assister à ces événements? Nous vivons une époque extraordinaire. C'est la fin d'un temps, c'est la fin d'une ère. Et comme je l'avais dit dans une autre vidéo, poussés par les énergies de l'ère du Verseau, nous sommes en train de faire marche arrière, de revenir progressivement au temps béni où l'Afrique était libre et où l'humanité connaissait un âge d'or. Mais avant cela, nous allons connaître des périodes de turbulence, parce que ce qui se passe, c'est d'abord le résultat d'une guerre entre le bien et le mal. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une affaire de like, de partage. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, parce que Simon Kimbangu, dans sa prophétie, n'a pas dit que ça. Après avoir parlé de la seconde indépendance, il a aussi dit que beaucoup d'Africains allaient mourir. Parce qu'il va se produire au sein de la nation africaine une sorte d'épuration. Parce qu'il y a des Africains qui ne travaillent pas pour l'Afrique, mais qui en vérité travaillent pour les ennemis de l'Afrique et qui n'ont pas de principe. Il faut prendre au sérieux les événements qui se déroulent actuellement. Ce n'est pas un jeu. Ne laissez personne vous corrompre. Ne laissez personne vous détourner de votre voie. Soyez des femmes et des hommes de principe. Privilégiez toujours l'honnêteté, l'intégrité. Choisissez la droiture et vivez pour toujours.